Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette deuxième conférence de l'après-midi. Une conférence qui s'intéresse à la dépénalisation du stationnement. Un an après, où en est-on ? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec nos 5 invités aujourd'hui, que je vous présente. Jean-Laurent Dirks, vous êtes président de la Fédération nationale des métiers du stationnement, donc FNMS. Thierry Brusseau, vous êtes directeur marketing France. Alors, je n'ai pas précisé, mais j'ai commencé totalement à ma droite. Donc, à vos côtés, Thierry Brusseau, directeur marketing France de Flowbird. Sébastien Fraisse, vous êtes directeur France Indigo. Xavier Heulin, vous êtes président de Movia, donc c'est le groupe Transdev, et vous êtes aussi depuis la semaine dernière le président de l'association de promotion et d'exploitation des parkings parisiens. Et enfin, Guy Cabianica, vous êtes adjoint au maire de Metz, chargé des mobilités. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, et donc je vais donner la parole à Jean-Laurent Dirks pour que vous nous expliquiez d'abord en quoi a consisté cette réforme, la dépénalisation du stationnement, parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Donc quelques mots en introduction pour nous expliquer en quoi elle a consisté. Donc c'est une réforme qui est mise en œuvre depuis le 1er janvier dernier. Oui, donc cette réforme, alors je dirais sans remonter aux fonds baptismaux de la réforme, donc c'est la loi MAPTAM en janvier 2014 qui a intégré la dépénalisation ou décentralisation du stationnement. C'est vrai qu'on appelle plus communément dépénalisation du stationnement. Cette réforme qui devait d'abord entrer en vigueur en janvier 2016, puis en octobre 2016, et finalement mise en œuvre en janvier 2018. Je dirais de façon très simple, c'est le stationnement qui relevait auparavant d'un caractère pénal. Il y avait une amende à 17 € valable partout en France, est remplacé par ce que l'on appelle un forfait de post-stationnement, qui est une redevance d'occupation du domaine public, donc d'où le terme de dépénalisation. On est passé d'un domaine pénal avec une amende identique partout en France à une décentralisation, puisque chaque collectivité va fixer elle-même son barème tarifaire qui intègre le barème de paiement immédiat et ce que l'on appelle le forfait de post-stationnement, c'est-à-dire ce qui correspondait auparavant à l'amende, c'est-à-dire le montant si la personne n'a pas ou a insuffisamment payé son stationnement. On va dire c'est le principe cadre, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ça a donné de fait aussi la possibilité, cette dépénalisation, de déléguer le contrôle du stationnement, puisqu'on n'était plus sur du pouvoir de police du maire, et donc la possibilité pour les collectivités d'externaliser le contrôle du stationnement. D'accord, donc pas tout à fait un an. Quel bilan dressez-vous de l'application de cette réforme ? Alors, moi, je peux faire 5 constats pour aller quand même assez rapidement. Le premier, c'est que les collectivités se sont appropriées la réforme. Alors certes, le 2 janvier, il n'y avait pas beaucoup de villes dans lesquelles il y avait des contrôles et des FPS qui étaient émis, mais très rapidement, sur le mois de janvier, février, le nombre de villes est monté en puissance. Aujourd'hui, on relève 580 villes qui ont mis du stationnement payant dans un cadre dépénalisé. C'est à comparer d'ailleurs au fait que seulement 80 villes ont décidé d'abandonner le stationnement payant pour instaurer de la zone bleue. Donc on voit une grosse majorité de villes qui sont rentrées dans le système du stationnement payant dépénalisé. La deuxième chose, c'est que on avait une réforme qui était complexe. Alors c'est vrai qu'il a fallu se familiariser avec des acronymes, FPS pour le forfait de post-stationnement, le RAPO, qui est le recours administratif préalable obligatoire, la CCSP, l'entaille. Ça donne comme ça une impression de complexité pour, je veux dire, celui qui n'est pas dans le métier au départ. Et chacun, d'ailleurs, quand on a commencé à regarder la réforme, il a fallu qu'on les comprenne. Alors imaginez quand il a fallu expliquer ça à des automobilistes qui se garaient pour la première fois et qui avaient non plus une amende, mais un FPS, et qui devaient en plus, en regardant sur un eurodateur, constater, par exemple, je pense à une ville, 30 € pour 3 heures, et se disaient, mon Dieu, mais quelle augmentation, puisque, en effet, le FPS ne peut pas être supérieur au montant maximum payable dans la zone considérée. Donc déjà, quand vous avez dit ça, il faut prendre son souffle. Mais vous imaginez quelqu'un qui regarde un eurodateur, il voit 30 € pour 3 heures, il simplifie, ça fait 10 € de l'heure. Donc il a fallu expliquer qu'on n'avait pas d'augmentation de tarif et que le tarif, c'était un montant que fallait pas payer, mais c'était le montant dissuasif du FPS. Donc une grosse complexité au début qui a engendré beaucoup d'articles et de pédagogie, peut-être un peu a posteriori. Mais on a quand même réussi à faire comprendre dans les villes dans lesquelles les choses sont en place. Cette réforme, elle a permis également une diffusion d'innovations technologiques, des choses qui existaient auparavant,
mais une quasi-généralisation de la carte bancaire sur les horodateurs, de la saisie de plaques minéralogiques. Près de 50% des villes françaises ont mis en place du stationnement, du paiement dématérialisé par mobile. Donc on voit plus de services avec des nouvelles technologies, et c'est vrai que la réforme a vraiment accéléré cette mise en œuvre des services. Je crois que certaines villes ont également, et c'est important, décidé de profiter de la réforme pour améliorer le contrôle et le respect du stationnement. Alors certaines ont externalisé, à peu près 12% des villes ont externalisé pour avoir un contrôle plus efficace. Certaines ont décidé d'avoir un FPS qui soit plus dissuasif. C'est à peu près 20% qui ont mis un FPS à plus de 30 euros, certaines montant jusqu'à 50 voire 60 euros. Et c'est d'ailleurs dans ces villes, soit qui ont un FPS assez élevé ou celles qui ont un contrôle efficace, qu'on a les effets les plus marqués, des libérations de place, plus de rotation, un report modal sur d'autres modes. Puis enfin, je dirais que cette réforme, après un an, on peut constater qu'on a finalement très peu de recours. On craignait d'avoir un volume important de recours, le fameux RAPO, on craignait un petit peu les volumes. Finalement, on se rend compte qu'on est sur des taux assez faibles, en moyenne on doit être autour de 2%, 3% maximum. Donc finalement, les usagers contestent peu, certainement parce qu'il y a une bonne qualité dans les FPS émis, mais également parce que je pense que il y a eu une compréhension avec le temps de la réforme et de la mise en place du stationnement payant. Alors vous avez dit il n'y a pas eu de hausse de tarification. Est-ce qu'on peut distinguer entre le prix du stationnement et le forfait post-paiement? Est-ce que dans les deux cas, il n'y a pas eu de hausse? Alors, parce qu'effectivement, le ressenti, si vous interrogez un automobiliste, j'imagine qu'il va vous dire que le prix du stationnement a augmenté. C'est du moins le ressenti. Et vous faites bien de faire cette distinction. Même si la loi a sanctuarisé le lien entre le montant du FPS et le tarif du stationnement, il faut vraiment que ce lien existe, puisque le FPS ne peut pas être supérieur au montant maximum payable dans la zone considérée. Ce qu'on constate, c'est que une très grande majorité de villes n'ont pas touché leurs tarifs. Au niveau de la FNMS, on fait un suivi de tous les tarifs et on a une base de données qui nous permet comme ça de voir les tarifs dans les différentes villes. Seulement 7% des villes françaises ont augmenté les tarifs, 2% les ont baissés, ce qui veut dire que 91% n'ont pas touché aux tarifs, n'ont pas touché le prix de la première, de la deuxième, de la troisième heure. Elles ont bien sûr ajusté les barèmes tarifaires pour intégrer une dernière heure, un dernier quart d'heure qui permettent d'avoir un niveau suffisamment dissuasif pour assurer de la rotation, c'est le montant du FPS. Quand après on regarde le montant du FPS, la moyenne sur nos 580 villes, c'est 25 euros. Et quand on regarde, je disais, il y en a 20% qui ont FPS à plus de 30 euros, il y en a 30% qui sont à 17 euros ou moins. Donc on a une grosse majorité qui est autour de ces 25 euros. Et si on ajoute même le fait que certaines ont mis en place un FPS minoré, on se rend compte que dans 80% des villes, le montant du FPS est inférieur ou égal à 25 euros. Donc vous voyez, cette impression d'augmentation, finalement, on part de 17, on arrive à 25, on est certes sur une augmentation, on peut toujours calculer un pourcentage, mais on n'est pas sur des... on met souvent en avant les 60 euros de Lyon ou 50 euros de Paris, mais c'est vraiment des exceptions. La majorité ont quand même... Ça veut dire que FPS. Les grandes villes ont quand même plutôt tendance à augmenter, peut-être les villes de taille inférieure. C'est pas forcément le cas. Marseille est resté à 17 euros, Nice est descendu à 16. Donc je crois là encore que l'appropriation de la réforme, elle était locale. Certaines ont fait un choix d'avoir, parce qu'elles voulaient une politique de mobilité peut-être plus ambitieuse, avec un report modal qui soit plus fort, d'avoir des FPS qui soient plus dissuasifs et en mettant en place des moyens adaptés également pour le contrôle. D'autres ont fait un choix à l'inverse de faire attention aux tarifs et au montant du FPS, peut-être aussi en ayant un contrôle renforcé. Je dirais que dans une ville dans laquelle on contrôle une fois par jour avec un risque d'avoir un FPS à 60 euros, et celle où on passe 2 ou 3 fois par jour avec le risque à chaque fois d'avoir un FPS à 17, au final, la dissuasion peut être la même. Hein, donc chaque collectivité a vraiment adapté sa politique en fonction de son territoire. On va revenir un petit peu sur la mise en place de cette réforme. Thierry Brusseau, vous intervenez de façon plutôt technique, si on peut dire. Il a fallu faire basculer en une nuit quasiment un système à un autre. Comment vous avez procédé ? Oui, alors, bonjour. Donc, oui, peut-être un mot sur Flaubert, peut-être un mot, pour parce expliquer que c'est pas quelle est votre obligatoirement très connu pour comprendre un peu mon propos. Donc, Flaubert, donc c'est un nouveau nom. Vous nous connaissez principalement sous le nom de Parkeon. Et donc, ce nom est venu de la fusion avec Calais, qui est le numéro du stationnement. Donc, Parkeon, vous nous connaissez dans le domaine du transport public, en tant que tout ce qui est billettique. Et dans le stationnement, donc, on a un peu le même métier, qu'on peut appeler billettique du stationnement, c'est toutes les interfaces de tarification
négociant, de vente de la partie stationnement. Donc au niveau de Flowbird, ça représente en France, on représente à peu près 80% du marché au niveau notamment de ce que vous voyez qui est premier, c'est l'horodateur, donc qui a été un des premiers éléments touchés par cette réforme. Et puis on vend dans une centaine de pays ces horodateurs. Donc Flowbird aujourd'hui, donc les villes avaient un système auparavant avec des horodateurs, du paiement par mobile pour certaines, et puis des systèmes de contrôle très simples avec des PDA des PDA de contrôle type procès-verbaux électroniques pour certaines et pas toutes. L'arrivée de cette réforme, en fait, a amené pas mal d'éléments que Jean-Laurent a un petit peu expliqué, notamment de FPS qui devient des responsabilités des villes. Donc elles avaient beaucoup de nouvelles choses à faire. Une première chose, c'est de faire évoluer la tarification, d'amener un meilleur taux de paiement, d'optimiser aussi le contrôle avec ces FPS et d'éviter des erreurs, d'amener aussi les problématiques de règlement des FPS qui devenaient donc le paiement des FPS qui venait aussi au niveau de la ville, la gestion des réclamations et le suivi de tout ça. Donc ça a amené pas mal de nouvelles responsabilités aux villes. Donc le travail que l'on a fait, et la loi, comme on le disait, était 2014. Donc on a travaillé en amont avec les villes. Pour essayer déjà de trouver les villes et les opérateurs pour trouver des solutions, en amenant des solutions. Donc on voit, nous ça représentait en France à peu près 40 000 horodateurs dans plus de 400 villes qui ont basculé avec Parkeon, sur lesquelles on a offert différents types de solutions qui allaient d'une mise en conformité minimale, donc je vais juste changer mes tarifs, mettre la bonne information jusqu'à vraiment de l'intégration de système. Et une des grandes nouveautés de la réforme est cette intégration de système qui fait qu'on va arriver à avoir des systèmes interconnectés au niveau de tickets électroniques, donc dématérialisation des tickets, paiement par carte bancaire, amener des solutions de paiement aussi plus virtuels tels que les téléphones mobiles, des permis sur Internet, des contrôles en ligne de ces tickets électroniques par des systèmes PDA connectés, des véhicules avec caméra à l'API, des systèmes aussi de gestion de réclamation qui sont connectés. Voilà, donc les villes pourraient aller vers des systèmes complètement intégrés, assez complexe, avec de multiples prestataires, donc Flowbird n'en fournissant qu'une partie. Donc là, on était dans un monde d'intégration de systèmes. Est-ce que les villes ont plutôt été justement vers des systèmes, on franchit le pas pour aller vers des systèmes plus intégrés? Alors ça a été assez long en fait au niveau des villes déjà pour se décider, et trouver leur bon positionnement. Donc le démarrage a été assez dur, donc la loi a été reportée deux fois par problème de préparation. Et donc on est arrivé, nous, avec, je vous disais, à peu près pas loin de plus de 400 villes qui étaient qu'on avait en base installée. On n'avait même pas un tiers des villes qui avaient décidé de ce qu'elles allaient faire et qui avaient passé commande, entre guillemets, de mise à jour d'équipement en septembre 2017. Et on devait passer en 2018. Et vous comprenez qu'avec, quand je vous parle de 45 000 horodateurs, s'il faut tous les changer pour amener des équipements, c'était un petit peu compliqué. Même rien que la tarification à refaire, pour vous donner un exemple, on a procédé à peu près 1500 nouveaux changements de tarification. Généralement, on en fait peut-être 200 par an. Donc là, on en avait 1500 à faire au 1er janvier. Et donc, la loi disait qu'il fallait basculer au 1er janvier. Donc, on a pas mal anticipé. On a travaillé avec les villes. On a travaillé pour mettre ça en place. Et donc, on a réussi à basculer donc, basculer, c'est-à-dire que vous mettez en place les équipements sur les villes. Et puis, au 1er janvier, ça change automatiquement. Et il y a 2-3 éléments à rajouter. Une grande majorité, plus de 60, nous on était à 60% à peu près des villes sur 400 qui étaient complètement conformes au 1er janvier. Et ensuite, ça a mis un peu plus longtemps parce qu'on a eu des commandes jusqu'au mois de février-mars pour une mise en place. Donc certaines villes n'avaient pas de stationnement, ont arrêté le stationnement payant pendant 1 mois ou 2 parce qu'elles n'avaient pas eu la décision politique nécessaire et la décision. Et bon, en juin, tout le monde à peu près avait complètement passé la dépénalisation et le système fonctionnait. Et une idée de complexité, pour revenir à cet élément-là, on est quand même à peu près à 70% des villes qui ont vraiment migré vers des solutions intégrées qu'on peut appeler systèmes, donc qui ressemblent plus à des systèmes de transport dans lesquels de multiples prestataires, de multiples systèmes travaillent ensemble, d'où une certaine complexité. Et donc ça représente un investissement important pour les collectivités? Alors là, comme on dit, la loi n'imposait pas de passer à ces systèmes plus compliqués. Les collectivités ont décidé
ou non d'y aller en fonction d'un modèle, je dirais, économique et de service. Beaucoup de ces éléments-là ont été amenés aussi sur le service. Donc, si vous voulez avoir une tarification différenciée suivant les types d'utilisateurs, être mieux capable de le contrôler, vous allez mettre des systèmes avec numéro d'immatriculation, des identifications de résidents. Donc là, ça va vers plus de services. Si vous voulez permettre du paiement minoré de FPS, c'est-à-dire qu'il y a un grand aspect politique, on en parlait, c'est dire voilà, votre FPS il est à 25 €, mais si vous payez dans les 72 heures ou 24 heures, il va être moins cher, et vous pouvez payer ça directement à l'eurodateur ou par téléphone mobile ou par internet à la ville. Il faut investir sur des équipements capables de le faire, mais c'est un service. Et puis ensuite, c'est je dirais de l'optimisation avec tous les challenges que les villes avaient, notamment le risque d'avoir beaucoup de réclamations. Il est aussi important d'avoir des systèmes fiables et qui ne prêtent pas, qui ne se prêtent pas à des réclamations assez facilitées. Donc, pareil, des systèmes avec numéro d'immatriculation vont permettre d'avoir des systèmes beaucoup plus fiables, en contrôle, moins d'erreurs, et donc moins de réclamations, et un système qui est finalement mieux accepté à la fin. Sébastien Fraisse, avec le recul, est-ce que vous diriez que la mise en application de cette réforme s'est finalement pas si mal passée, notamment à l'aune de votre expérience à l'international ? Oui, effectivement. Alors, on a eu quand même quelques mois difficiles, hein, comme le disait bien Thierry Brusseau. Ça a été quand même une opération complexe parce que quand bien même beaucoup de pays étaient passés précédemment à une forme de dépénalisation, nous on avait la chance d'opérer depuis pas mal d'années dans différents pays comme la Belgique, l'Espagne. Bien évidemment, le législateur français a choisi quand même une voie un peu différente, et évidemment, je vais pas c'est pas un scoop, plutôt plus complexe que la moyenne européenne. Et donc la notion, par exemple, de FPS, qui est quelque chose qui aujourd'hui est rentré largement dans nos mœurs, en tout cas à nous, de plus en plus auprès des usagers. Il faut bien le dire que les autres côtés des frontières, ça les interpelle un petit peu. Alors, complexité française liée à certains choix, effectivement. Comme le disait ceux qui avaient le micro avant moi, on a beaucoup de choses à faire partout en France en même temps, donc ça a rendu les choses éminemment complexes, beaucoup de chantiers à mener, des chantiers évidemment techniques, on l'a dit, beaucoup d'écosystèmes compliqués à déployer, qui plus est, les villes ont fait le choix souvent de profiter de cette nouvelle page qui s'écrivait sur la voirie, sur le paiement en voirie, pour demander à leurs opérateurs ou pour implanter elles-mêmes des nouvelles solutions de paiement, par exemple de solutions de paiement en mobile. Bon, c'est des complexités supplémentaires qui évidemment avaient beaucoup de sens parce que ça permettait, c'était un des objectifs, de faciliter le paiement spontané par les usagers. Les villes ont aussi souvent profité de cette réforme et de cette nouvelle page pour décider d'extension de paiement en voirie. Donc certains quartiers qui étaient plutôt zone bleue, qui sont passés en payant, ou voilà, des extensions de ce type. Beaucoup de choses à faire, des choix politiques qui sont pas mineurs, hein, en termes de décision, comme voilà, quel FPS, comment raccorder la grille de paiement à ce fameux FPS. Donc des choix qui ont pu parfois parvenir un peu tardivement. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à faire en peu de temps, quand bien même la loi a commencé à être ancienne. On a réussi quand même en ce début d'année à avoir des difficultés un peu partout, différentes natures, donc techniques, humaines. Il a fallu aussi dans les villes où on opérait embaucher des collaborateurs pour ce nouveau métier. Il a fallu les former, il a fallu les assermenter. Opération qui s'est révélée un peu plus longue que ce que nous pensions, très tributaire des tribunaux auxquels on s'adressait. Et puis un chantier qu'on a essayé également de conduire avec les collectivités, celui de la communication, de la pédagogie, parce que c'était évidemment révolutionnaire pour pas mal d'usagers. Et donc beaucoup de sujets, beaucoup d'intervenants. Et au final, après petite année, le sentiment quand même que les choses sont désormais rentrées dans l'autre, sont rodées, que les gens l'ont compris, ça a été dit, hein, Vous avez l'impression qu'il y a une acceptabilité sociale ? Oui, alors on continue d'avoir ici ou là de temps en temps des mouvements d'humeur. Alors je vous cache pas, surtout en ce moment, c'est sans doute en lien avec l'actualité sociale par ailleurs. On a eu une agression, par exemple, hier d'un de nos agents dans une ville où c'était jusque-là plutôt calme, hein, Monsieur Cambianica, parce que c'est de votre ville dont il s'agit. Mais j'ai l'impression, une compréhension qu'on voit à travers différents indicateur qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, puisque vous faisiez référence à d'autres pays. J'en parlais encore la semaine dernière à mon collègue espagnol qui opère en Espagne depuis pas mal de temps, et qui me disait qu'au tout début, alors tout le monde a oublié, c'est évidemment ils en plaisantent aujourd'hui, il aura fallu 18 mois pour vraiment roder le système. J'espère qu'on fera mieux, on est tout prêt.
et avec y compris des difficultés d'acceptation très très lourdes, j'allais dire à l'espagnol, avec la nuit des commandos avec tronçonneuses qui se débarrassaient des horodateurs. On en venait jusque là. J'ai pas d'exemple en tout cas chez nous. Je crois pas que vous ayez entendu parler de ça. Bon, voilà, donc on en sourit, mais ça a quand même été un début d'année compliqué, difficile, avec beaucoup de chantiers à mener en même temps, mais désormais une forme de régime de croisière, mais qui nous permet de viser quelques améliorations encore à venir. Xavier Velin, donc vous travaillez pour Mouvia. Donc vous, quel bilan vous tirez de cette réforme, et est-ce que les objectifs sont atteints selon vous? Beaucoup de choses ont été dites. Moi, le principal enseignement, c'est que je pense que la réforme a été et est toujours une opportunité pour les collectivités, parce que de nombreuses collectivités, parallèlement à la mise en place de la réforme, se sont interrogées à nouveau sur leur politique globale de stationnement, en direction de l'ensemble des usagers, les visiteurs, les résidents, les artisans, les professions de santé, quelles zones, quels tarifs. Donc ça, c'est un point positif, et le tout au service de l'attractivité économique de leur ville. Un meilleur contrôle a permis, va permettre de récupérer de l'espace public. Tout le monde peut le constater. Les villes sont plus fluides, la rotation s'opère, et pour les collectivités, c'est un moyen de récupérer de l'espace public qui est très rare et très cher, pour le dédier à de nouvelles formes de mobilité et de mobilité partagée. Et puis on n'en a pas encore parlé, peut-être par pudeur, mais les collectivités ont pu accroître leurs ressources financières. Nous opérons par exemple à Bordeaux, où nous sommes à plus de 66% sur les recettes de stationnement, et sur le lot que nous opérons pour la ville de Paris, nous sommes à plus 100% de recettes constatées sur ce lot. Une opportunité également pour les usagers, puisque chacun d'entre nous, encore une fois, peut le constater. Si on paye, on s'acquitte de notre stationnement, on n'a pas de FPS et on trouve plus facilement, indéniablement, une place. Donc c'est une valeur ajoutée apportée aux usagers. Et puis, enfin, pour les opérateurs eux-mêmes de stationnement, il ne faut pas le nier non plus, c'est une opportunité de développer nos activités, bien entendu, sur un nouveau secteur, mais c'est également, je dirais, une opportunité pour toute la profession, puisque le stationnement, c'est pas très sexy, c'est bien sûr associé souvent à la voiture individuelle, à la voiture qui peut plus ou moins polluer, et je pense que notre profession peut être fière de la valeur ajoutée qu'elle a apportée aujourd'hui indéniablement aux collectivités, et qui peut se constater partout dans n'importe quelle ville quand on voit la rotation et le taux de vide qui s'opère. Alors vous avez dit, vous avez pris l'exemple de Paris, 100% de recettes en plus. Le taux de paiement à Paris, par exemple, il est passé de... Pardon ? Non, c'est un secret. Je laisserai la ville de Paris communiquer, bien entendu, sur ces chiffres. Mais si je me réfère aux déclarations récentes dans la presse, on est passé de 10% à 20%, ce qui en soi est pas terrible. C'est ce que j'allais dire. C'est pas terrible, mais c'est en progrès. Et je laisserai la ville de Paris commenter ces résultats. Et vous, en tant qu'opérateur, qu'est-ce que vous pouvez proposer justement pour améliorer les choses ? Globalement, il n'y a pas de miracle. Je pense que si une ville comme Bordeaux arrive aujourd'hui à un taux de paiement, là encore, c'est elle qui l'a déclaré, entre 80 et 85%, c'est le contrôle qui fait la différence. Donc, je suis pas certain que ce soit le montant du FPS qui peut effectivement être dissuasif, mais si vous mettez, même si vous mettez un FPS à 200 €, si vous ne contrôlez pas régulièrement le stationnement plusieurs fois par jour, eh bien, ce taux de paiement ne décollera pas. D'accord. Et la mairie de Paris, par exemple, ne vous demande pas de contrôler régulièrement et suffisamment Si, mais Paris est vaste et Paris, nous contrôlons 43 000 places de stationnement, et nous devons réaliser 23 000 contrôles obligatoires, ce qui finalement fait à peu près une place sur deux contrôlée par jour, ce qui n'est pas énorme. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur la façon dont on pourrait améliorer les contrôles, mais je vous propose de passer la parole maintenant à Guy Cambianica. Donc, la ville de Metz est une des premières, je crois que c'est la seconde en France à avoir lancé une DSP dans ce domaine. Pourquoi avoir été aussi allante, et quel bilan tirez-vous, vous, en tant que collectivité ?
Alors, c'est vrai. Nous, bonsoir d'abord. Nous avons profité en fait de trois conjonctions. La première, c'est que nous avions totalement rénové notre système de transport en commun. C'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avions une délégation de service public qui s'arrêtait théoriquement au départ, au moment où commençait la nouvelle loi de décentralisation. On a fait avec le glissement. Mais on était ville préfiguratrice pour mettre en place ça. Et puis le troisième, c'est que nous avons été, sinon la première, du moins une des toutes premières villes en son temps, à mettre en place le paiement par téléphone mobile. Donc nous avions déjà une idée de ce que de l'intérêt que pouvait présenter la numérisation de l'acte de paiement du stationnement. Ça, c'est une première chose. Donc la refonte du transport, c'était important pour nous parce que durcir le stationnement, les conditions de stationnement, ça n'était possible que si on offrait des alternatives aux usagers de report modal crédible. Alors après, moi j'ai été guidé par trois idées forces et puis une envie. Alors les trois idées forces, c'était l'équité, c'était l'attractivité et c'était la santé. Et puis l'envie, c'était d'enrichir fortement l'expérience utilisateur, usager. Alors, le premier terme, l'équité, c'était quoi? C'était que je voulais d'abord que les résidents de la ville de Metz, qui trouvaient de plus en plus de difficultés à stationner parce qu'on avait une augmentation du parc automobile, puissent le faire dans des conditions acceptables. La deuxième, c'est que je souhaitais que un plus grand nombre d'usagers payent leur stationnement spontanément. Alors vous allez me dire que on était déjà une ville heureuse puisque le paiement spontané à Metz était de 60%. Comment vous expliquez ce chiffre exceptionnel? Certains disent que c'est l'Est. Mais bon, j'aurais tendance à penser que nous avions une force de contrôle assez importante, puisque nous avions un nombre d'ASVP assez important, et donc le contrôle était aussi assez prégnant. Alors, le deuxième point qui est lié à ça, mais je vais d'abord finir sur l'équité. Ce qu'on avait constaté aussi, on avait fait des études avec les chiffres de l'INSEE, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui possédaient leur garage, qui possédaient leurs allées, mais que les voitures n'étaient pas garées là. On avait fait des zooms Google, et la mise en place du stationnement payant, même avec un tarif résident très modeste, a fait que un certain nombre de voitures sont rentrées dans les garages et dans les allées. Ça, c'était un premier élément, c'était une première victoire pour nous. Ensuite, donc nous voulions jouer sur l'attractivité de la ville, et pour jouer sur l'attractivité de la ville, de longue date déjà, nous avions énormément investi dans le stationnement. Il y a un potentiel de stationnement à Metz qui était très important, mais nous avions une préoccupation sur la deuxième couronne de la ville, où nous avions des commerces locaux dans les quartiers, et ces commerces locaux avaient du mal à vivre. Et donc, nous voulions absolument garantir une rotation des véhicules de façon à ce que les clients potentiels puissent s'arrêter devant les boutiques. Alors évidemment, c'est pas que les automobilistes qui font vivre les commerces, mais on va dire que c'est les derniers clients qui assurent la marge. On va dire ça comme ça. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, nous sommes arrivés à nos fins, puisque aujourd'hui, on trouve globalement à peu près 20% de places disponibles en ville en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux ne pas prendre les transports en commun, mais aller en voiture à la bibliothèque, chercher des livres, je peux le faire. Si j'ai une réunion en ville ou si je veux aller dans un commerce, je peux stationner sans trop me poser de questions. Voilà, donc ça c'est un deuxième point qui était important. Restait le problème de ce qu'on appelle les pendulaires. Alors le fait d'avoir rendu le paiement plus prégnant, d'avoir élargi la zone de stationnement, ça a effectivement posé un problème. Et donc il nous a fallu aussi trouver des solutions pour les pendulaires. Alors ça a été le développement des poches de stationnement qu'on appelle communément P+R, etc. Nous sommes en cours de déploiement.
comme nous sommes aussi en cours de travail avec la SNCF pour que elle aussi développe son offre d'accueil. Voilà. Quel est le taux de paiement aujourd'hui? Alors, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il était à 60% avant. Voilà. Aujourd'hui, curieusement, donc nous avons, par rapport à l'ancien système qu'on appelle les knoll chez nous, les prunes, nous avons moins de FPS, moins de 10%. Et nous avons augmenté le taux de paiement spontané à 75% au bout de 10 mois. Voilà, ce qui est quand même une performance assez intéressante. Et ceci sans... Enfin, on a un contrôle qui est prégnant, si vous voulez, mais qui n'est pas excessif. Voilà. C'est-à-dire que vous fixez quel objectif à l'opérateur? On a fixé un objectif d'augmentation, on va dire. Non, mais l'idée, c'est vraiment le paiement spontané. Et si on arrive à 80%, eh bien, on sera très satisfait. Et quand vous avez lancé l'appel d'offres, rappelez-nous qui a gagné. Et est-ce que les réponses des différents opérateurs étaient très différentes? Les réponses étaient-elles différentes les unes des autres? Et sur quoi vous fondez votre choix? Alors, nous avons fait ce qu'on appelle un dialogue concurrentiel. Et in fine, les opérateurs avaient des réponses qui avaient tendance à se rejoindre dans la qualité. Mais c'est vrai que nous avions mis la barre très très haut en termes de numérisation. C'est-à-dire que, je vous ai dit, j'ai pas encore parlé de la santé, mais j'en parlerai après. Je vous ai dit que ce que je voulais, c'était enrichir l'expérience usagée. Alors, enrichir l'expérience usagée, comment on a fait? Alors, il y a déjà la première chose dont je suis le plus fier, c'est le moins important, mais je suis le plus fier. Le stationnement coûte moins de 2 euros à Metz, mais si vous mettez dans un eurodateur une pièce de 2 euros, eh ben on vous en donne pour votre argent. On vous renvoie pas la pièce. Bon, ce détail passé, si vous voulez, nous avons nous avons renforcé l'offre de paiement par téléphone mobile. Nous avons totalement changé l'ensemble de nos parcs-mètres pour leur permettre d'être efficaces avec du NFC. Je ne voulais pas que les gens introduisent leur carte dans le biniou. J'estimais que c'était une fragilité en termes de maintenance. Et puis surtout, 2 autres opérations numériques. Nous avons mis en place une monnaie locale. Cette monnaie locale, elle permet 2 choses, entre autres. La première, c'est qu'elle permet que les ristournes commerciales dans le commerce local soit réutilisé pour payer du stationnement ou du taxi. Et puis la deuxième, c'est que nous avons mis en place avec l'opérateur de stationnement une application qui permet de guider des gens qui ne connaissent pas la ville jusqu'à leur destination finale en leur indiquant au plus près quelles sont les places disponibles, soit en voirie, soit en ouvrage, et à quel prix. Et ceci en combinant 3 informations, des informations de circulation de notre système de gestion de la circulation qui s'appelle Gertrude, c'est le même qu'à Bordeaux, je crois. 2, les informations directes tirées du stationnement en ouvrage, puisque là on a des comptages, c'est très facile. Et 3, entre le système qui a été mis en place, qui est totalement numérique, les eurodateurs sont communicants, on a un serveur central qui récupère les données de stationnement et un véhicule LAPI qui complète ces informations et qui permet de faire fonctionner un algorithme qui va vous donner le pourcentage de chance de trouver une place dans un endroit particulier. On n'a pas voulu aller jusqu'au capteur à la place parce qu'on estimait, d'après les études que nous avions faites, que c'était pas suffisamment fiable. Voilà. Merci. Voilà un petit peu le système. Alors, moi, je vais dire, ça s'est passé. Je pense que l'ensemble des acteurs, que ce soit la ville, que ce soit l'opérateur, que ce soit l'État, n'avaient pas, ou que ce soit les opérateurs mobiles, n'avaient pas totalement mesuré, du fait de la richesse de l'expérience usagée qu'on mettait en place, tous les problèmes que nous aurions à résoudre. Et donc, on a travaillé ensemble. L'idée, c'était de travailler ensemble. Et aujourd'hui, l'acceptation, moi, je le vois bien avec... j'ai pris le risque de mettre mes coordonnées dans le journal pour les gens qui étaient mécontents. Et donc, je vois bien que ça s'est apaisé.
Voilà. Très bien, merci. Donc maintenant, je vous propose de voir un petit peu comment on pourrait améliorer les choses, comment on pourrait améliorer les taux de paiement, la fluidité du trafic grâce à un meilleur stationnement. Qui veut répondre? J'imagine que vous avez tous quelque chose à dire à ce sujet sur quelles améliorations possibles pour demain. Jean-Laurent Dirks. Oui. Aujourd'hui, les améliorations qu'on voit, déjà, il y a certains usagers qui arrivent, on va dire, à passer entre les mailles du contrôle. Certains en fraudant, d'autres pas, mais on a une vraie question, une vraie problématique par rapport à l'usage des cartes européennes de stationnement et des cartes mobilité inclusion. Donc, communément, on dit ça, les usagers PMR, avec un taux de fraude qui est très important. Sur des grandes villes, on arrive à relever 15% des véhicules en stationnement qui disposent d'une photocopie, d'une carte, enfin tout état de cause d'une indication de carte PMR, alors qu'en réalité, évidemment, le taux de personnes qui sont en situation de handicap et qui doivent bénéficier de ce système est beaucoup plus faible. Donc, cette fraude qui est importante et sur laquelle aujourd'hui il est important d'avancer. Un deuxième point également, et ça touche particulièrement les villes frontalières, la problématique des véhicules qui ont des plaques étrangères, puisqu'aujourd'hui il n'a pas de possibilité de poursuivre entre guillemets quelqu'un qui aurait pris un FPS en France et qui serait allemand, luxembourgeois, suisse, peu importe. Dans certaines villes frontalières, là encore, ça peut représenter 14-15% des véhicules en stationnement, donc tout est à cause de ce qu'on a pu constater. Il y a également une question sur les véhicules à mobilité partagée, qui va peut-être se régler, mais qui fait qu'aujourd'hui, celui qui loue une voiture ne peut pas formuler un rapport. Donc là, il y a un problème d'égalité par rapport à ce type d'usage. Donc voilà, sur les usages, les quelques problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Il y a une problématique aussi dont on avait parlé lors de nos échanges au téléphone pour préparer cette table ronde, c'est la question sociale. Je vais donner la parole à Monsieur Fraisse et puis après à Monsieur Lin. Voilà, il y a des questions d'embauche. C'est un métier difficile, si j'ai bien compris, et puis c'est un métier aussi qui prête aux agressions. Donc ça a l'air d'être un vrai problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre? C'est un métier très difficile. Alors on est, faut imaginer ce que ça veut dire. Je discutais d'ailleurs avec des agents là qui étaient en train de faire le tour du quartier. Je le dis à ceux qui se sont garés dehors et qui ont oublié de payer, ils pourraient avoir une surprise. C'était pas fait pour. C'est un métier difficile parce que c'est des agents qui toute la journée tournent. Donc c'est du métier à pied, par tout temps, par toute intempérie. Et puis effectivement, il y a un certain nombre alors c'est très très différent d'une ville à une autre. C'est un peu ce qu'on constate. Et les villes où ça se passe très bien. Moi, je parlais de la ville de Metz. Pour autant, ça n'empêche pas. C'est arrivé hier qu'il y ait une agression qui sorte un peu du lot. À contrario, dans des villes plus compliquées, voilà, il y a de la part des usagers une forme d'incompréhension et d'agressivité, voire d'incivilité. Donc ça nécessite un accompagnement. Nous, on a mis en place au niveau de nos structures en charge du contrôle un baromètre social pour être sans arrêt auprès d'eux, leur permettre de pouvoir s'exprimer. On les fait travailler bien souvent en binôme. Ça aussi, c'est une forme de sécurisation de leur action. Et puis, je crois qu'il faut imaginer qu'on puisse faire évoluer aussi le contrôle. Là, on a passé une forme de première étape où on voit bien que le contrôle purement à pied, à la fois des limites en termes de performance et comme le disait Xavier Olin, si on veut passer beaucoup plus souvent dans certains quartiers, il faut soit beaucoup de monde, soit d'autres approches techniques, sous forme, comme on le voit en Espagne, on évoquait tout à l'heure, de véhicules LAPI qui puissent permettre aux agents qui émettent ce qu'on appelle chez nous les forfaits de post-stationnement, de le faire non pas depuis le trottoir dans la voiture, mais sur la base des images qu'ils recueillent en temps réel pour émettre un certain nombre d'amendes ou de FPS à la française. Donc voilà, tout ce travail va forcément avec le temps, tout ça va s'améliorer. C'est un métier,
Je crois aussi qu'on a peut-être eu tort, parce qu'on a été dans les difficultés, c'est tous, je pense, ces débuts d'année, d'être en communication trop défensive par rapport à ce métier. Toujours essayer de réagir aux difficultés et aux cas particuliers, parfois mal gérés, mal réglés. Il faut qu'on reprenne la main, je pense, avec les villes sur la valeur ajoutée de ce métier, de cette activité, ça a été très bien dit. Ces dispositifs permettent désormais d'avoir des centres-villes beaucoup plus apaisés, beaucoup plus fluides, avec des taux de rotation, c'était la volonté des villes, beaucoup plus importants, beaucoup plus de place pour se garer en voirie pour des courtes durées, des reports modaux très significatifs dans certaines villes. J'entendais le cas de Metz, la ville de Strasbourg a fait je peux le dire puisque c'est public, elle a fait un point presse au mois d'octobre où elle indiquait qu'il y a une hausse sur ces parcs relais de plus de 10% de fréquentation. Il y a également des bons assez importants sur l'usage du vélo dans ces villes. Donc c'est tout ça est la conséquence justement de ces dispositions. Il y a eu encore récemment des projets de péage urbain qui ont été abandonnés, mais on voit bien que finalement, sans aller jusque-là, une politique de stationnement, j'allais dire, cohérente et intelligente est une forme de péage urbain, en tout cas produit les effets attendus. Et il faut qu'on aide nos collaborateurs justement à incarner ça de manière beaucoup plus positive et pas seulement passer pour... Enfin, il faut qu'ils deviennent des ambassadeurs et pas uniquement des agents de contrôle. Vous voulez ajouter un mot, Xavier Hullin, sur cette question sociale ou peut-être sur comment le métier pourrait évoluer grâce aux nouvelles technologies? Je pense que Sébastien a tout dit. Malheureusement, aujourd'hui, les choses s'améliorent, mais on a des indicateurs RH qui sont mauvais. Un turnover, du moins pour Movia, supérieur à 50%, et un taux d'absentéisme, de petit absentéisme dû justement à ces cas d'agression qui est de l'ordre de 15%, ce qui est énorme dans nos métiers traditionnels de stationnement, de parking. Nous sommes aux alentours de 5%. Donc j'ai bon espoir que la situation se tasse, mais je veux partager avec vous un chiffre à Bordeaux qui est vertueux par ailleurs pour beaucoup de sujets. 80% de taux de paiement, 12% de report modal dans les transports publics, ce qui est un véritable succès, mais 60 agressions des agents Movia et 330 jours d'arrêt de travail. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Donc j'invite, je pense que ça fait écho aux événements aujourd'hui, mais j'invite nos concitoyens à faire preuve de retenue vis-à-vis de nos agents, qui, j'ai eu l'occasion de le dire et de le rappeler, sont des agents assermentés, titulaires de surcroît d'une mission de service public, et tout outrage est peut-être sanctionné de 7 500 € d'amende. Donc il faut notre réponse à nous, Movia, c'est d'être au plus près du terrain, d'accompagner nos collaborateurs. C'est un métier de management, d'encadrement d'équipe, et je pense que les choses vont s'améliorer, du moins j'ai bon espoir. Et nous militons, effectivement, il ne faut pas s'en cacher, nous militons pas simplement pour cette raison, mais pour des raisons bien sûr aussi d'efficacité opérationnelle, de pouvoir panacher entre du contrôle humain et du contrôle à distance, puisqu'il n'y a pas beaucoup de différence avec les technologies dont nous disposons. Nos partenaires dans Movia, nos partenaires Aegis exploitent la voirie d'Amsterdam en mode dépénalisé depuis un certain temps, et aujourd'hui ce sont principalement des contrôles à distance réalisés, comme l'a dit Sébastien, avec des véhicules LAPI et des agents également assermentés qui, dans un centre de contrôle, voient finalement pratiquement la même chose que le collaborateur sur le terrain. Et donc panacher des contrôles humains et contrôles à distance est certainement la bonne solution. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par les pouvoirs publics dans cette demande d'un panachage Oui, je le pense, à la fois pour des raisons qu'on l'a évoquées de sécurité et des questions également d'efficacité de contrôle. Et je pense que c'est l'évolution naturelle, ne serait-ce que si l'on se compare aux capitales européennes aujourd'hui où ces techniques sont très largement utilisées. Et elles sont autorisées? Bien entendu. Et quel est le motif en France pour ne pas autoriser cette technique? Je pense qu'on ne pouvait pas tout faire
au premier jour. Donc, on considérait, nous également, qu'il était important que nos collaborateurs soient, comme le disait SPSA, des ambassadeurs de la réforme. Donc, commencer avec un contrôle humain, c'est, à mon sens, tout à fait adapté. Ensuite, il y a le problème de la protection des données personnelles, ou du moins de la CNIL. Mais si l'on lit bien les choses, aujourd'hui, la CNIL, du point de vue du traitement des données personnelles, ne s'oppose pas au contrôle à distance. Il faut qu'elle précise aujourd'hui cette position, mais il me semble que si nous arrivons à régler un problème qui, Jean-Laurent était pudique parce qu'il est président de la FNMS, mais que je trouve scandaleux, qui est le sujet de la fraude massive aux cartes PMR, qui porte préjudice principalement aux PMR qui n'arrivent pas à trouver de la place pour se garer, ce qui est proprement inadmissible. Si nous arrivons collectivement à régler ce sujet, c'est un sujet technique, hein, c'est pas un sujet, finalement un sujet assez simple. Eh bien, nous pourrons faire évoluer le système assez rapidement. Est-ce qu'un opérateur comme Flowbird travaille justement sur ces questions pour améliorer la technique? Est-ce que vous pouvez jouer un rôle, vous, dans ce domaine? On le voit déjà un petit peu dans les résultats, hein, c'est-à-dire qu'on a tous un petit peu parlé de solutions un petit peu techniques qui ont permis on travaille à l'amélioration de ces solutions, et c'est vrai que beaucoup d'éléments aujourd'hui, déjà toutes les villes n'ont pas basculé vers des solutions plus évoluées, hein. On a 85% des villes qui ont de la carte bancaire aujourd'hui, mais toutes n'ont pas encore du paiement par mobile, des systèmes de tarification différenciés, des contrôles un petit peu plus évolués. Donc c'est vrai que la technologie peut déjà amener beaucoup d'éléments en termes de confort et d'adhésion du public au système. Hein. Si vous avez des transactions plus faciles avec une carte sans contact, comme vous le disiez à Metz, c'est quand même plus simple que d'avoir juste des pièces pour payer. Si vous avez un téléphone mobile, si vous avez des tarifications qui sont adaptées et que le système technologique vous permet d'avoir une tarification adaptée à un bon usage défini politiquement, voilà, pour que vous soyez résident, professionnel mobile, vous n'avez pas le même usage, et potentiellement d'avoir des outils mieux adaptés à votre profil, avec un contrôle efficace et une fiabilité de système qui permettent d'avoir une confiance, et que l'utilisateur, enfin l'usager du stationnement est vraiment confiant dans le système. Donc ça, je pense aujourd'hui, les technologies sont là, il faut déjà les mettre en place, les roder et les exploiter. C'est des choses qui est bien démarré aujourd'hui. Donc il faut que ça aille plus loin. Et puis demain, là, on vient un peu de prouver aussi autour de ça que le stationnement, c'est un des outils de la mobilité, qu'il a de sa juste place, qu'il a une vraie valeur sur le report modal, sur le partage de la voirie, sur beaucoup de sujets qui sont très politiques, et l'évolution technologique va aussi vers le positionner ce stationnement dans la mobilité. Hein, donc Flowbird, on est, comme on dit, dans le transport public, dans le stationnement. Donc tout le monde parle un petit peu, voilà, de multimodalité, de plateformes d'échange, de masse, comme mobilité as a service. Voilà, quand on a des plateformes mobiles de paiement du stationnement, des plateformes mobiles de gestion des transports publics, voilà, on imagine le futur. Les technologies sont un peu présentes pour répondre à des besoins politiques d'intégration de systèmes. Je vais vous passer le micro si vous voulez maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle sur la dépénalisation du stationnement, le FPS? Monsieur? Alors juste deux questions au niveau de détection des véhicules en système automatique LAPI. Comment vous faites par exemple pour les médecins qui sont avec un caducé, etc. Et la deuxième question, tout à l'heure vous disiez que le FPS, que sur les véhicules frontaliers, on ne pouvait pas faire payer ces amendes-là. Pourtant par exemple, Anvers a détecté des zones, ce qu'ils appellent les LPZ, les zones à particules fines. Et si vous vous garez sans vous être déclaré, vous recevez bien une amende chez vous. Alors, pour ce qui est des véhicules LAPI et des cartes, alors encore une fois, le véhicule LAPI est utilisé en pré-contrôle dans beaucoup de villes. Il y a peu de villes qui l'ont utilisé dans un mode où on va un peu plus loin dans le contrôle avec l'émission de FPS à distance, où là, en effet, l'identification de ces véhicules se fait un peu différemment. Mais pour les médecins, par exemple, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se déclarent à un moment ou à un autre, soit sur l'horodateur, par exemple, ou bien dans un fichier local qui permet d'identifier les personnes qui ont un caducé et qui ont une tolérance particulière. Ça peut être la gratuité, ça peut être un tarif particulier selon les villes, puisque là, localement, chacune va avoir une tarification particulière. Après, aujourd'hui, pour ce qui est des véhicules qui ont une plaque étrangère,
on est sur un système de redevance, on n'est plus sur du pénal, donc il n'y a pas de poursuite possible à l'étranger. C'était possible pour l'amende avec certains pays, ça l'est plus aujourd'hui pour la redevance d'occupation du domaine public et donc pour le FPS. C'est des choses qui vont peut-être évoluer, on l'espère, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Guy Cambianica, vous souhaitiez réagir? Oui, sur les tarifs particuliers, c'est vrai qu'une fois qu'on a numérisé le système, après on a beaucoup de facilité à affiner les réglages. Alors, nous en avons opéré 2 principaux à Metz. Le premier concerne les professions de santé, où, comme nous avons la possibilité de différencier les différentes professions qui viennent se déclarer au cours d'un abonnement qui est annuel, eh bien, on leur offre un tarif privilégié, très particulier, qui permet, je pense notamment aux infirmières ou aux kinésithérapeutes qui ne peuvent pas répercuter beaucoup de frais auprès du malade, eh bien de bénéficier d'un abonnement adapté. Un autre exemple, par exemple, c'est tous les professionnels du bâtiment qui interviennent sur des chantiers. Bon, ben, ces gens-là, ils sont en train de faire une opération, ils vont pas descendre au bout d'une heure pour remettre de l'argent dans le biniou. Et donc, on leur a mis en place, grâce justement à la monnaie locale, un moyen d'avoir un forfait à journée qui les soulage de cette problématique du stationnement. Voilà. Vous voyez, ce sont des usages de ce type-là qui sont permis par la numérisation. Y a-t-il une autre question? Alors. Oui, bonsoir. J'avais une question pour Monsieur Cambianica. Voilà, vous faisiez mention d'un contrôle efficace par vos équipes ASVP avant la réforme, par une équipe importante. Quelles ont été les motivations, les arguments qui ont pu vous être apportés pour justement passer par un opérateur privé vis-à-vis d'une équipe en place? Alors, il y avait d'abord un premier élément. Comme on l'a dit, par abus, on parle de la réforme de la dépénalisation. Et donc pour nous, à partir du moment où nous passions dans la notion de service, et non plus de pénalisation du stationnement, il nous semblait important, surtout dans le cadre d'une DSP, que ce soit le porteur de la DSP qui assume la totalité de la chaîne de fonctionnement du stationnement. C'est une prestation. C'est vraiment une prestation. Donc ça nous paraissait important. Ensuite, dans cette dépénalisation, on en a profité, c'est-à-dire qu'en même temps, on a voulu aussi que le montant du FPS soit décorrélé de ce qui existait avant, c'est-à-dire la prune, la knoll, comme on dit chez nous, qui était à 17 € et qui est passé à 35 maintenant sur les zones bleues. Eh bien, nous avons mis un FPS minoré à 15 € et un FPS normal à 30 € pour vraiment les gens les plus rétifs. Voilà. Donc c'est ça qui nous fait fonctionner. Et puis, en réalité, nous avons mis en place le même nombre de contrôleurs dans le cadre de la DSP, enfin l'opérateur, le même nombre de contrôleurs qu'il y avait avant d'agents d'ASVP. Avec en plus le renfort de la voiture LAPI, qui elle, en quelque sorte, prépare un peu le travail en amont, mais qui ne fait pas que ça. En réalité, sur la ville, elle ne se contente pas de regarder le stationnement payant, elle regarde aussi le stationnement ailleurs, puisque ça nous permet d'avoir là un outil qui nous permet de prendre d'autres mesures sur la ville et de regarder ce qui se passe. Le fait de mettre en place une zone de stationnement réglementée fait que forcément vous avez des effets de bord. Et donc ces effets de bord, on doit les contrôler et on doit prendre des décisions qui vont bien en fonction de ça. Je vais vous donner un exemple. À Metz, sur la zone des 200 mètres autour des zones réglementées, nous avons autorisé les gens qui étaient résidents mais pas dans une zone payante à souscrire un abonnement résident. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est un moyen que l'on contrôle au travers de ces machines et du contrôle du stationnement.
Y a-t-il une autre question? Bonsoir, merci. Je voulais savoir si l'augmentation des recettes était réinjectée pour améliorer de manière continue la mobilité, ou qu'est-ce qui a été fait finalement de cette manne financière? Bon, je crois que Guy Cambianica. D'abord des vacances aux Caraïbes, évidemment. Non, la réalité, si vous voulez, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, nous avions un préalable, c'était d'avoir un réseau de transport en commun qui soit capacitif par rapport au report modal qu'on pouvait imaginer. La réalité, elle dépasse nos espérances. Nous avons de l'autopartage. Le chiffre des évolutions, il est à 2 chiffres, et 2 chiffres pour la première année qui a dépassé 50% d'évolution sur l'autopartage. Le vélo, 14%. Le transport en commun, qui a déjà battu des records, a encore augmenté 10%. Donc ça, c'était ça la satisfaction pour nous. Et surtout, le report vers les vélos. Alors nous avons mis en place du vélo en free floating, mais pour que le vélo en free floating soit efficace, il faut qu'il ait des pistes cyclables sans rupture. Et ça, faut le financer. Et la manne du stationnement, elle sert aussi à ça. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions, s'il y en a encore. Ah, monsieur. Je voulais préciser quand même que, au-delà du report modal, nous avons augmenté le nombre de visiteurs à Metz de 12%. Oui, bonjour, Denis Lapetite. J'avais une question peut-être un peu technique, mais comme les places se libèrent un petit peu, et donc il y a des applications de guidage qui apparaissent, disons, des gens vers les zones de places probables ou vers les places libres, disons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ces applications soient intégrées aux applications générales de calcul d'itinéraire qui sont pratiquées dans les voitures, et que ça va a priori avoir un effet positif, au moins au premier ordre, de diminution de temps inutile de recherche de places de stationnement? Ou alors est-ce que vous pensez que ça peut avoir des effets pervers? Enfin, quelle est la position des autorités organisatrices sur ce sujet? Ça fait partie de l'aspect santé, si vous voulez. Effectivement, les gens qui tournent avec leur voiture, c'est de la pollution en trop, et nous avons encore des alertes de pollution à Metz. Au-delà de ça, nous n'avions pas le choix. Seul l'opérateur que nous avons trouvé, qui en l'occurrence, je pense pas que ce soit un secret. Non, vous pouvez le rappeler. Il s'appelle Poly, PO2LY. Apporte cette solution aujourd'hui. Moi, si demain un Google ou tout autre le fait aussi, eh bien pourquoi pas. Sauf que l'application que nous avons choisie, nous l'avons là encore enrichie pour l'usager, c'est-à-dire que lorsque la ville organise des événements, qu'ils soient commerciaux, économiques, culturels, eh bien cette application pousse l'information vers l'usager et lui donne une envie peut-être de venir en ville. Si je peux me permettre. Oui, justement, est-ce que vous citiez que c'était la seule application? Il y en a d'autres. Voilà. Voilà. Flowbird en a une, par exemple, mais il y en a d'autres que Flowbird, avec différentes technologies. C'est vrai qu'il y a, dans ce domaine du guidage ou des places libres, il y a différentes technologies. Vous avez une question technologique. Il y a des systèmes à capteurs à place, il y a des systèmes qui font du calcul basé sur de l'open data. Voilà, donc il y a pas mal de solutions. Ce qui est intéressant à mettre, c'est que vous avez fait une intégration globale. Donc voilà, donc il y a des applications, je dirais, qui sont plus indépendantes de stationnement, et de plus en plus, il y a des projets d'intégration, nous on en connaît pas mal aux États-Unis, d'intégration de cette problématique du guidage du stationnement avec les autres services de mobilité, avec la billettique et le paiement des services, stationnement, transport. Voilà, donc c'est vraiment le futur, bien vers une intégration de ces types d'applications, mais il y a d'autres fournisseurs. Effectivement, il y a d'autres fournisseurs, mais je ne saurais trop encourager les collectivités à développer elles-mêmes leurs outils intégrés global, parce qu'il faut, à mon sens, que ce soit à l'échelle de la collectivité, comme on peut le développer. Après, il y a beaucoup de sociétés qui peuvent développer. Le groupe Transdev est aussi capable de la développer, mais comme à Mulhouse, le compte mobilité, ça me semble être l'avenir pour qu'une collectivité
collectivité, mais là c'est vraiment la collectivité qui doit être donneur d'ordre, maître d'ouvrage. Il faut pas laisser ça à Google, à mon avis. Il faut pas lui laisser ça. Il faut que les collectivités s'en emparent et intègrent toutes les mobilités. L'objectif étant que demain on puisse se dire en fonction, on veut aller d'un point A à un point B et d'avoir à notre disposition toutes les mobilités, un compte, une facture unique à la fin du mois et en particulier le stationnement. Une dernière question, il me semble qu'il y en avait... Bon, alors 2 dernières questions, et après on s'arrête. Il y avait autrefois une expérience qui avait été tentée, ce sont les parkings de dissuasion à la périphérie de Paris, et il semble que ça n'ait pas répondu aux attentes. Est-ce que vous pensez que cette formule peut redevenir attractive, et est-ce qu'elle marche? Est-ce que par exemple à Bordeaux, les parkings de dissuasion autour des pôles multimodaux centrés sur le tramway, est-ce que ça marche? Oui, alors, je vais peut-être en dire un mot s'agissant de Paris, parce qu'il se trouve que tout à fait récemment, d'ailleurs, Madame la maire de Paris a d'ailleurs communiqué sur le fait qu'elle avait demandé aux opérateurs de mettre en place des formules particulières sur des parcs parisiens, mais vraiment de pourtour aux portes de Paris, avec des formules d'abonnement très spécifiques, avec des tarifs préférentiels qui soient compatibles avec le pass Navigo, parce que je pense que ça fait aussi partie de l'avenir, effectivement, que tous ces systèmes causent ensemble. Je suis moins pessimiste que vous sur le fait que les parkings de rabattement n'aient pas fonctionné. Ils ont fonctionné, mais on a toujours l'impression que finalement la demande a continué de croître, ce qui fait que finalement dans les faits on n'a pas constaté toujours de réduction, en tout cas dans Paris des circulations. C'est quand même beaucoup moins vrai depuis pas mal d'années désormais, puisque ce qui a fait que ces formules ont fonctionné, c'est quand même il y a eu des dispositions de prise en termes de réduction de circulation dans Paris. Et donc je pense que oui, ces formules vont fonctionner. Elles vont d'autant plus fonctionner que, à l'échelle de Paris en tout cas et de la région, Île-de-France Mobilité, l'ex-STIF, a largement communiqué sur le fait qu'il souhaitait investir et pousser à ces solutions, ces nouveaux parcs relais, pour justement capter le plus loin possible de Paris ces demandes de déplacement et les amener dans le cœur de Paris, et notamment à travers donc les grands projets du Grand Paris Express qui vont amener d'autres solutions de transport en commun. Donc moi je considère que toutes ces solutions-là, toutes ces mécaniques-là vont continuer de prospérer de manière assez importante et peut-être de manière accélérée par rapport au passé. Ouais. Oui, moi je vais dans le sens de ce qui est dit. À une échelle beaucoup plus modeste à Metz, nous avons vu une augmentation de la fréquentation des parkings de P+R. Pour vous donner un chiffre qui va fixer les idées, 35% cette année d'augmentation. Dont un parc qui lui est déjà arrivé à saturation, mais c'est allé encore plus loin, puisque la métropole de Metz a fait en sorte, en passant un contrat avec la SNCF, que les lignes de transport en commun de la métropole remontent sur le réseau ferré. Et jusqu'à 15 km autour de la métropole, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un P+R avec le prix d'un billet de bus. Vous descendez dans la ville-centre. Voilà. Et ça fonctionne bien. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne une part non négligeable, notamment des pendulaires, puisque là, on leur offre une opportunité intéressante. Et on va prendre une dernière question qui était là-bas. Madame, je crois. Là. Oui, madame, là. Tout droit, allez-y. Bonsoir, j'avais une question pour le président de la FNMS. Je voulais savoir si vous étiez en relation avec la fédération des loueurs de véhicules, parce que le FPS est une sacrée contrainte pour la profession. Donc voilà, je voulais avoir un élément de réponse. Alors, nous avons des contacts avec les loueurs de voitures et notamment le CNPA, la Confédération nationale des professionnels automobiles, qui représente l'ensemble des métiers de la filière aval de l'automobile. Il y a d'ailleurs les parcs de stationnement et les loueurs qui sont dans cette confédération. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y a une approche un petit peu différente des choses entre les professionnels de la location de voitures
on va dire même de la mobilité partagée en général, parce qu'il n'y a pas que la location de voitures qui est concernée, mais il y a également l'autopartage. Et puis, je dirais, les associations d'élus, le GART, l'État en général, qui, sur les dispositions. Pour dire deux mots, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui loue une voiture, s'il a un FPS, le FPS est envoyé directement chez le loueur de véhicules. Le loueur dit ne pas pouvoir doit donc répercuter sur son client a posteriori le montant du FPS. La problématique qui se pose, et pour nous la vraie problématique qui se pose, c'est le droit au rapport, c'est ce que je disais tout à l'heure, du locataire, de l'usager, du gardien du véhicule au moment où il a utilisé le véhicule, c'est-à-dire que cette personne-là n'a pas aujourd'hui la possibilité d'exercer un rapport, il a la possibilité mais c'est compliqué, et donc il faut vraiment faciliter cette possibilité-là. Après, pour nous, il reste important que on ne change pas de dispositif avec des dispositifs qui permettraient par exemple la désignation du conducteur, qui est très compliqué, qui poserait des gros problèmes juridiques. Mais par contre, il faut faire évoluer les choses, en effet, sur le rapport. Ça, c'est vraiment important. Et c'est la position de la FNMS, mais pas uniquement, hein, de l'ensemble des acteurs, collectivités, États qui ont travaillé sur. Donc les loueurs aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde que les loueurs de voitures. Les loueurs de voitures ont une position un petit peu différente, qui serait plus sur la désignation du conducteur, mais ça c'était le mode pénal. On n'est plus dans le mode pénal, on est aujourd'hui sur une redevance d'occupation du domaine public, donc la désignation n'est plus possible en fait. C'est ça la grosse différence, mais il y a des solutions, il faut apporter les bonnes réponses. Ok, très bien. Écoutez, je vous propose de nous arrêter là sur une note un petit peu technique, mais en tout cas c'était un débat très intéressant. Je remercie tous nos invités. Et donc...